Quand on sent un système s'acharnant sur quelqu'un, il y a une réaction populaire et on pourrait dire populiste qui est légitime et qui est saine d'ailleurs. Et en plus, si on reste dans le caractère de Marine, quand tu le vois, parce que c'est le cas, qu'elle n'est jamais aussi forte que dans l'adversité. Quand on la met dans le combat, c'est peut-être les gènes Le Pen, quand on la met dans le combat, quand on l'agresse, quand on va la chercher, eh ben on la trouve. Toutes les accusations contre Trump avaient aidé Trump à ce moment-là, mais une des choses qui l'a le plus aidé, c'est la tentative d'assassinat. À ce moment-là, je dois te dire, j'ai regretté de ne pas être américain. Et ça m'est arrivé vraiment rarement, si ce n'est jamais. Pour moi, c'est très encourageant dans le sens où on peut faire basculer toute une perception du peuple entier par du courage. Les révolutions de gauche cessent lorsque la gauche commence à taper, c'est-à-dire à exécuter sur sa gauche. Non, c'est très beau ça. Faudrait que tu l'écrives ça. Ça serait un joli thème de livre ça. Mais il y a tellement de choses à écrire. De femmes à aimer et d'hommes à zigouiller, je suis d'accord. Julien, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. C'est un grand plaisir, un grand honneur. On est en train d'enregistrer ceci le jeudi 3 avril, c'est ça? Donc, je ne sais pas quand vous allez vous retrouver en train de regarder ceci, mais c'est toujours bon de poser les dates à cause de choses qui sont en train de se passer dans l'actualité, etc. Et inévitablement, on va être obligé d'aborder certaines choses d'actualité, même si ce n'était pas l'orientation ni la volonté de le faire au début, mais là, je crois qu'on a quelque chose dont on a besoin de parler, notamment Marine Le Pen, et on va le faire dans peu de temps. Mais d'abord, en préambule, je voudrais positionner cet entretien. C'est pas une interview, c'est pas un questionnaire, c'est pas un débat. Mon intention n'est pas de prétendre te mettre dans l'embarras, mais au contraire, en t'écoutant dans pas mal de choses que tu as faites auparavant, notamment sur la chevalerie, mais même sur des tas d'autres thèmes. Et à certains moments, j'ai souffert avec toi devant certaines personnes en face de toi, parce que je me suis dit, il est doté d'une patience d'ange. J'ai découvert que ce n'était pas nécessairement le cas. Mais ça me permet de chercher à comprendre. Et de mon côté, je suis de culture très mixte parce que j'ai une influence culturelle française qui était très dominante dans ma vie. Donc, c'est pour ça que je maîtrise pas trop mal la langue de Voltaire. Je ne devrais pas dire Voltaire parce qu'il m'agace, mais je devrais dire de Molière plutôt. Parce qu'elle n'a pas beaucoup changé, la langue française, à cause de l'Académie française depuis des siècles. C'est une des rares langues à ne pas avoir beaucoup évolué. Et je ne dis pas ça d'un bon ou mauvais point de vue, hein, mais c'est un fait. Mais mes racines sont polonaises. Donc, je suis slave de souche, donc avec toute la souffrance que ça présuppose, etc. Le côté français, bien sûr, très intellectuel, très critique, toujours son mot à dire sur des choses. Mais je suis américain de nationalité, j'ai vécu longtemps en Amérique, et donc j'ai tout ce côté de positivisme, de pragmatisme américain. Et donc j'ai des approches qui sont très différentes. Mais le fait d'être très pragmatiste, positiviste, m'amène à un prosélytisme qui parfois peut être exacerbé, mais que je vais chercher à utiliser, pas utiliser, mais à y faire appel à ton égard, parce que je crois que tu as énormément de choses à dire, mais je crois que tu as encore plus de choses à faire. Donc si quelque part, je peux prétendre le fait de pouvoir déclencher chez toi un phénomène de catalyseur qui va te permettre d'influencer les gens d'une certaine façon, c'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir. Donc je voulais mettre ça en préambule pour que les gens comprennent que je ne suis pas là pour faire de la controverse, mais plutôt, j'ose prétendre chercher à sortir le meilleur de toi-même dans nos échanges ici. Mais on va commencer quand même par des phénomènes d'actualité. Comme j'ai su que tu as eu tout un parcours avec le RN, pour ne pas dire FN, etc., etc., mais j'ai vu dans tous tes propos que tu étais très, très proche de Marine Le Pen, que je ne connais pas du tout, je ne l'ai jamais rencontrée. Et moi, j'ai une perception de Marine Le Pen qui est très extérieure, qui est celle qu'ont la plupart des gens par les médias. Premièrement, moi, je ne trouve pas du tout que Marine Le Pen soit une personne de droite. Personnellement, de nouveau vu de l'extérieur, mais je ne la connais pas de nouveau personnellement. Et ce n'est pas quelqu'un qui, a priori, me paraissait sympathique
dans la façon dont elle était. Là où je l'ai trouvée la meilleure, c'est juste après les questions, quand elle est passée au journal 20h, je l'ai jamais trouvée aussi bonne. D'un seul coup, elle brillait, mais c'est un atout chez les gens qui, quand ils sont sous pression, quand ils sont positionnés dans la position du martyr, d'un seul coup, tu découvres les vraies personnes qu'elles sont. Mais moi, je crois que toi, tu l'as connue d'une autre façon. Et donc, pour commencer, et puis ensuite on rentrera dans d'autres sujets, etc., j'aimerais bien que tu nous parles de qui est la Marine Le Pen dans les coulisses, dans la réalité. Un peu comme beaucoup d'autres personnes, on voit Trump très agressif à la télé parce que c'est comme ça qu'on aime le présenter. Mais moi, mon meilleur ami qui était témoin à mon mariage, qui était son biographe, disait qu'à l'intérieur, c'est un mec plein d'humour, de gentillesse, etc. Tu vois. Et donc, j'aimerais bien que tu nous parles de Marine, puis ensuite, on pourra débattre un peu de ce qui risque de se passer avec elle. Bon, bah, d'abord, merci John d'être venu jusqu'à moi, jusqu'à ma campagne reculée ardéchoise. Parce que c'est vrai que je ne me déplace plus beaucoup ces derniers temps. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à Paris. Ça fait longtemps que voilà, que j'ai pas bougé. J'ai enfin une stabilité quelque part. Donc j'y tiens et je m'y accroche peut-être un peu trop. Mais j'aime bien être ici, être tranquille. Et c'est vrai que lorsque tu m'as proposé un entretien, je me suis dit que ça aurait été mieux de le faire en physique, de se Mhm. voir, de discuter. Et donc voilà, tu as eu la gentillesse de venir jusqu'ici, donc c'est bien. Donc merci d'abord. Et pour ce qui est du sujet d'actualité, Marine Le Pen, qui en effet a été jugée coupable, et donc n'est pas censée pouvoir se représenter aux prochaines élections, à moins que l'appel en 2026 change les choses, mais bon, ça paraît quand même mal parti. Sur Marine, j'ai dit beaucoup de choses dans mon podcast sur mon parcours au Front National. Je dirais pas que j'ai été proche d'elle, mais je l'ai quand même côtoyée quasi quotidiennement, notamment pendant la campagne de 2012. Et c'est une femme qui m'a touché, malgré tout. C'est-à-dire que elle a en effet plein d'aspects assez antipathiques. Elle a un sale caractère, elle fait souvent la tête. Elle peut être très tranchante, très violente dans ses propos, y compris et surtout à l'égard de ses collaborateurs, et de ses collaborateurs les plus proches. Donc c'est pas quelqu'un qui de prime abord dégage une chaleur qu'avait son père par exemple, qui pour le coup savait enjoliver les choses, savait prendre chacun, avoir un petit mot pour tout le monde, Mais c'était un grand tribun. c'était un tribun, bien sûr, mais au-delà du tribun, c'est-à-dire devant beaucoup de gens, c'était quelqu'un qui, à titre individuel, avait toujours le petit mot, la petite blague, le petit alors comment va ton chien, un peu à la Chirac. Il avait ce Mhm. côté-là, parce que on sentait chez Jean-Marie Le Pen quelqu'un qui profondément aimait les gens. Alors il s'aimait beaucoup lui-même, c'est certain, mais il aimait vraiment les gens. Il aimait savoir que devient la grand-mère, que devient tout ça. On sent beaucoup moins ça chez Marine. Et je pense que c'est lié à quelque chose qui est pour le coup très très différent avec son père, qui est l'affection de la politique. Je pense que son père aimait ça, aimait être justement dans la foule, aimait être tribun, aimait profondément la politique et ce qu'elle implique. Tandis que Marine Le Pen, c'est presque imposé la politique. C'est qu'elle a un rapport à la politique d'amour-haine. À la fois, elle aime parce qu'elle a évidemment un ego, qu'elle a envie de faire des choses pour son pays, c'est certain. Qu'elle a peut-être aussi, si on fait de la psychanalyse de comptoir, envie de prouver quelque chose à son père, enfin, lié à toute l'histoire familiale. Ça, c'est évident. Mais du coup, en contre-coup, il y a un dégoût de la politique. Il y a une vraie souffrance à en faire. Et moi, je la voyais chaque matin entrer au siège. Elle tirait la tête. Elle tirait la tête, c'était dur parce qu'elle savait qu'elle allait affronter son parti d'abord. Parce que quand on fait de la politique, on passe 90% de son temps à affronter son propre parti, il faut quand même le savoir. Mais aussi les journalistes, les sales coups, les mensonges, les calomnies, voilà, tout ce qu'on en a subi pendant des années et jusqu'à aujourd'hui quand on était militant patriote, militant nationaliste, militant au Front National. Donc moi, c'est cette dualité. J'aime les gens qui ne sont pas faits d'un seul rock, en fait. J'aime aussi les gens qui sont des rocks et qui sont faits d'une seule chimie, mais moi, peut-être parce que je le suis, j'aime les gens Complexe. complexes et duos, qui, parfois, alors, je n'irais pas jusqu'à dire schizophrènes, mais qui ont un aspect antagoniste très fort en Uh-huh. eux. Et c'est le cas de Marine Le Pen, je crois. Et donc, ça a fait en sorte que
malgré tous les désaccords politiques que j'ai pu avoir avec elle, les engueulades que j'ai pu avoir avec elle, le fait qu'elle me désespère politiquement bien souvent, j'ai conservé une affection pour elle. Quand je la vois, je repense à des moments où elle pleurait en pensant à ses enfants et en disant qu'elle n'avait pas pu être la mère qu'elle aurait voulu être à cause de tout ce que la politique lui demandait, par exemple. Et c'est des petites choses qui me la rendaient humaine et font que, malgré tout, et encore une fois, il y a pas mal de choses, hein, malgré tout, je lui conserve toute mon affection et j'ai un certain amour pour elle. Mais politiquement, c'est autre chose. Et je le répète, j'ai plein de choses à lui reprocher. La dernière fois que je la vois, c'est pendant la campagne de 2022. Je la croise dans le train. Il se trouve qu'elle descend dans le sud, comme moi, je quittais Paris. Son garde du corps, Thierry Légier, me voit et m'appelle parce qu'on est restés bons copains. Ah, Julien, qu'est-ce que tu deviens? J'arrive et Marine me voit, tourne la tête. Elle me regarde et elle retourne la tête. Elle me dit même pas bonjour. Pourquoi? Parce que j'ai critiqué évidemment sa stratégie, j'ai critiqué, donc je suis passé pour elle pour un traître, parce qu'on ne fait pas ça. Quand on entre dans le Front National, on doit rester toujours dans ce giron-là. Et si on se met à être critique, même d'ailleurs dans des critiques positives, parce que j'ai jamais du tout été malveillant ou ordurier, pas du tout, jamais. Il y a un phénomène de cours bien connu au RN, au Front National, qui avait commencé déjà avec le père. Et Marine a malheureusement conservé cette façon de faire. Et donc, si on prend ses libertés, qu'on vole de ses propres ailes, ce que j'ai fait, qu'on devient totalement indépendant du parti, et qu'on se permet en plus certaines critiques, c'est très mal vu. Je pense que c'est dommage. Et j'espère un jour pouvoir rediscuter avec elle en toute amitié. Mais c'est vrai que c'était une époque un peu compliquée, parce que c'était 2002. J'avais apporté mon soutien à Éric Zemmour. Et Dieu sait si dans le parti, ils en voulaient énormément à Reconquête, à Éric Zemmour, d'oser marcher sur leur plate-bande. Donc c'était lié à ce contexte-là. Mais comme je te dis, malgré mes désaccords politiques, et il y en a, malgré une histoire personnelle qui est faite de haut et de bas, je lui conserve mon affection parce que je vois la femme, et je vois la femme derrière la candidate politique dure, la femme qui en a bavé et qui s'est forcée à faire de la politique. Alors bien sûr, elle en a tiré des avantages, hein. C'était pas qu'un chemin de croix, évidemment, mais j'ai vu la femme qui se forçait à aller au combat, et ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est admirable. Je ressens ça. Mais tu as suscité une question chez moi, dans le fait que tu as dit qu'elle a souffert du fait de ne pas pouvoir être une mère comme elle aurait voulu, etc. J'ose poser une question qui est sans doute politiquement complètement incorrecte, mais est-ce que ça ne met pas en question le fait de la place des femmes dans la politique même? Bon, c'est au-delà de la politique même, c'est dans le monde professionnel. Ouais. Parce que l'une des raisons, parmi énormément de choses, hein, parce que les causes sont multiples, mais une des raisons de la dénatalité actuelle, c'est évidemment l'entrée massive des femmes dans le monde du travail. Mais encore une fois, pas que. Après, si les femmes vraiment se trouvent heureuses dans leur travail, ils se sentent missionnées de quelque chose, il est logique qu'elles puissent travailler, d'autant que le travail désormais est dans sa très grande majorité un travail tertiaire, c'est-à-dire qu'il peut être occupé indistinctement par un homme ou par une femme. Oui. Ça, c'est ce que les féministes oublient très souvent de dire. C'est-à-dire, avant, les femmes ne travaillaient pas. Déjà, c'est faux. Les femmes ont toujours travaillé au champ. Elles ne travaillaient pas dans les mines. Voilà. Mais quand le travail était industriel et qu'il fallait voir ce que c'était que de bosser à l'usine à l'époque ou dans les mines de charbon, simplement, les femmes ne pouvaient pas le faire. Donc, aujourd'hui, qu'on travaille tous à peu près derrière un écran, assis sur une chaise dans un bureau, une femme peut très bien faire le travail d'un homme, pour la très grande majorité des travaux en tout cas. Donc, moi je pense que ce soit d'ailleurs pour les hommes ou pour les femmes, même si les hommes ont plus un rôle de provider, comme on dirait chez toi, si les femmes se sentent investies de quelque chose, ont vraiment envie de faire quelque chose, il faut bien sûr qu'elles puissent le faire, mais elles ont un deuxième travail qui est inhérent à leur nature, qui est celui de donner la vie. Ouais. Et c'est celui-ci qu'on néglige aujourd'hui. Et alors, pourtant, pour une société et pour même un équilibre affectif, sentimental, amoureux, intellectuel, moral, pour un équilibre et pour le bonheur personnel, c'est beaucoup plus important de faire des enfants que peut-être de gagner 1 ou 2 000 euros de plus. Et moi, je vois ça par exemple avec ma sœur, qui est une
une grande architecte d'intérieur, je peux me permettre de le dire, parce qu'elle bosse maintenant avec des gros clients, alors qu'elle est partie de rien, vraiment. Mais dans la famille, on est de bonne souche. Elle n'avait pas de relation, de clients, elle venait pas d'une famille qui l'a mise, qui a pu l'aider, mais par son travail, elle a pu se mettre à travailler avec des très gros clients. Et son travail la prend aujourd'hui tout entière. Et c'est triste parce qu'elle aimerait faire d'elle-même beaucoup plus d'enfants, vraiment quand on lui parle, mais elle ne peut pas parce que le travail l'en empêche. Mhm. Et c'est vrai que là, il y a une réflexion à mener sur l'avenir de nos sociétés et sur le fonctionnement de notre économie, parce que si une économie, aussi puissante soit-elle, aussi efficace soit-elle, à savoir le capitalisme libéral, amène une situation ou le socialisme, parce qu'on est en France, il y a une part aussi de socialisme très fort chez nous, enfin, j'en sais rien. En tout cas, si le système actuel fait en sorte que, malgré toute la croissance qu'il peut engendrer, fait en sorte que les femmes ne fassent plus d'enfants, à quoi bon? À un moment, il faut se poser des questions. Ouais, et Donc, est-ce qu'il y a vraiment croissance dans ce en sens-là? plus, Mais pour revenir à Marine, je voulais seulement peut-être clore le chapitre là-dessus. Moi, je crois que cette condamnation, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Dans le même sens que ce qui était arrivé à Trump, etc. La même chose est arrivée à Berlusconi en Italie, même de l'autre côté de l'échiquier à Lula au Brésil, c'est-à-dire tu es accusé, tu es condamné, tu deviens un martyr, tu es élu. alors les peuples détestent l'injustice, ça c'est, je pense, Et en pour cause. particulier, et pour cause, et en particulier le peuple français, quoique peut-être pas tous les peuples, mais oui, quand on sent un système s'acharnant sur quelqu'un, il y a une réaction populaire et on pourrait dire populiste qui est légitime et qui est saine d'ailleurs. Et en plus, si on reste dans le caractère de Marine, tu as tout à fait raison quand tu le vois, parce que c'est le cas, qu'elle n'est jamais aussi forte que dans l'adversité. Mhm. À la limite, le pire cadeau qu'on puisse faire à Marine, c'est de la laisser tranquille. Parce que du coup, il y aurait tendance un peu à se laisser aller. Alors qu'au contraire, quand on la met dans le combat, c'est peut-être les gènes Le Pen, Ouais. quand on la met dans le combat, quand on l'agresse, quand on va la chercher, eh ben on la trouve. Donc effectivement, je pense que Marine ne sera jamais aussi bonne que dans ce combat vital, en tout cas politiquement pour elle, qui est celui de son inéligibilité. Maintenant, je crois aussi, c'est ce que j'ai essayé de dire ces derniers jours, que pour l'intérêt du pays, l'intérêt du parti, il faudrait peut-être qu'elle se mette en retrait. C'est-à-dire que même si il est tout à fait clair qu'elle a subi une injustice, parce que, disons les choses, énormément de partis politiques Oui. utilisent leurs collaborateurs pour différentes tâches. Et un collaborateur à l'Union européenne est un collaborateur Bien sûr. pour des tâches également nationales. Pourquoi pas? C'est ridicule de vouloir dissocier les deux. Et d'appeler ça un détournement de fonds publics. C'est complètement idiot. Donc même si elle a subi une injustice, je pense que elle gagnerait à se mettre en retrait, à prendre une position de mère de la nation. Normalement, c'est père de la nation, mais une position plus en hauteur, plus hiératique. Choisissant plutôt de soutenir un Jordan Bardella, par exemple, qui est plus jeune, plus fringant, qui est très populaire, qui manque encore peut-être de colonne vertébrale et d'épaule, mais en tout cas qui... Et même, j'allais dire, même de conviction idéologique. On va en parler, on peut en parler. Mais en tout cas, de soutenir quelqu'un d'autre, Uh-huh. et d'apporter tout son poids justement de légitimité, de mère de la patrie, sage, qui a subi une injustice, c'est-à-dire un phénomène qui fera en sorte que les Français l'aimeront d'autant plus. Et éventuellement d'être un recours, pourquoi pas. Mais plutôt que d'être dans un combat qu'elle chercherait à médiatiser un maximum, alors ce serait ne pas faire Trump, justement. Donc tu peux ne pas être en accord. Mais je pense que Marine, du fait déjà qu'elle s'appelle Le Pen et qu'il y a un problème avec le nom Le Pen en France, malheureusement, pour encore quelques temps, du fait qu'il y a une alternative possible avec Jordan Bardella, et du fait quand même que tous les Français ne pensent pas qu'il s'agit d'une injustice, qu'il y a quand même des Français qui disent bon, il n'y a pas de fumée sans feu, calomnier, il en restera toujours quelque chose, donc elle a peut-être piqué un peu d'argent dans les caisses, ce qui n'est pas le cas. Mais il y a quand même cet arrière-fond, cette rumeur, c'est logique. Donc je crois, si j'avais un conseil à donner, qu'elle ferait mieux, du moins le temps du procès, le temps de l'appel jusqu'en 2026, de vraiment se mettre plus en retrait et pour laisser d'autres faire. Je pense que tout le monde y gagnerait. Et est-ce que tu ne crois pas que la meilleure chose que pourrait faire Macron dans ce cas-là, et qui lui donnerait la position du grand seigneur,
c'est de la gracier. Parce que ça enlèverait les lettres de noblesse à Marine, et d'un seul coup, lui, il serait grand seigneur dans tout ce genre de situation. Ou est-ce qu'il est trop égocentrique pour faire ce genre de choses? Ce serait un mouvement intelligent de sa part, je pense. Mais après, il faut regarder d'où viennent les attaques contre Marine Le Pen. On voit très étrangement, enfin étrangement, je sais pas, c'est pas si étrange que ça, mais en tout cas de façon très claire, que les attaques viennent en particulier du camp centriste socialiste qui est proche de Macron finalement, au moins idéologiquement. Ouais. C'est-à-dire chez les attaques les plus virulentes contre Marine Le Pen et pour la défense de l'état de droit, hein, dont on sait, dont on sait ouais. la probité. Ces attaques viennent essentiellement du Parti socialiste et du Parti centriste. Donc, ce qui signifierait qu'autour de Macron, il y aurait plutôt consensus pour être satisfait de cette condamnation. Donc, je ne sais pas. Mais je suis d'accord avec toi, ça pourrait être un très beau geste de Macron, un geste intéressé, mais qui serait justement assez stratégique. Dans ce sens-là. Mais il ne faudrait pas qu'il le fasse trop tôt. Parce qu'aujourd'hui, en termes politiques, sur le plan national, la mémoire est très courte et les choses peuvent changer très vite. Moi, je le sais aux États-Unis, où c'est encore plus court, c'est une question de timing. Et toutes les accusations contre Trump avaient aidé Trump à ce moment-là, mais une des choses qui l'a le plus aidé, c'est les tentatives d'assassinat. Oui, bah là, on a assisté à un moment vraiment historique. Moi, je me rappelle le matin, là, parce que j'ai vu ça, j'ai dit c'est incroyable d'assister à l'histoire. Puis le fight qu'il a fait, c'était gigantesque. À ce moment-là, je dois te dire, j'ai regretté de ne pas être américain. Et ça m'est arrivé vraiment rarement, si ce n'est jamais. Ce jour-là, je me suis dit, là, c'est tellement historique et tellement fort en termes de symboles, d'images, de puissance, vraiment. Une balle qui passe à je sais pas combien de millimètres. C'est des millimètres, parce que si ça frappe l'oreille, etc. Là je me suis dit, mais au Moyen-Âge, quand il devait entendre des histoires venant de croisés ou de Jeanne d'Arc et tout, ces rumeurs devaient arriver jusqu'au village, toutes ces rumeurs devaient enflammer l'imagination. Ouais. Et quand je vois comme une image pareille, c'est ça, mais comme les imaginations peuvent s'enflammer à voir l'histoire devant nous avec ce qui s'est passé avec Trump, je me dis, mais je comprends que les types aient pu, au Moyen-Âge ou même sous l'épopée napoléonienne, se faire crever dans des batailles parce qu'il y a des moments de grandeur comme ça. Mais c'était très intéressant qu'à ce moment-là, il ait trouvé le courage. Parce que, et pour moi, c'est très encourageant dans le sens où on peut faire basculer toute une perception du peuple entier par du courage. Oui. Le fait que ça reste là. C'est une vertu cardinale des leaders politiques. Hein, voilà, Elon Musk l'a reconnu lui-même. Ça l'a complètement bouleversé. Et là, il était à 100%. Ah oui, il est devenu, ouais, tout à fait. À partir de ce moment-là. Tout à fait. Et puis, on connaît tous, aux États-Unis, on connaît tous la fameuse image d'Iwo Jima où il lève le drapeau, tous les soldats ensemble. Cette image de Trump qui se lève et fight. Elle restera. C'était parfait. Ah oui, la photo. Et tu sais que c'est le seul rallye de Trump où il y avait CNN qui le filmait en direct. Quand même curieux. Bon, je ne veux pas rentrer dans les trucs de complotisme, je sais que tu es hors de ça, mais il y a des concours de circonstances. Non, mais il faut bien distinguer le complot, le conspirisme, c'est-à-dire considérer que tout vient de quelques-uns qui décident de tout, et puis bien sûr les conspirations qui dans l'histoire ont été multiples. Il n'y a que ça. Des conspirations, il y en a tous les jours, ça c'est pas du tout... C'est le fait même la création des États-Unis, c'était une conspiration avec quelques personnes, tout à fait. Ça a toujours été le cas. Il faut bien distinguer, je suis anti-complotiste au sens systémique, quoi, que tout vient de gens qui décident de tout. Non, ça c'est absurde et idiot, mais en revanche, qu'il y ait des conspirations, des magouilles, des arrangements... mais c'est normal, c'est nature humaine. Il y en a dans mon village entre deux plombiers qui vont s'arranger pour faire augmenter un devis. Il y en a au sein d'un couple, dans le fait de savoir ce qu'on fait. Il y en a forcément parmi les élites, c'est clair. Ouais, mais c'est deux choses différentes. Mm-hmm. Mais ça, c'est très intéressant. Mais il y a des différences énormes entre la politique française et américaine. Bon, et même, moi, je pense qu'il y a des différences entre les politiques différentes européennes. Par exemple, je trouve l'Europe de l'Ouest aujourd'hui
avec les gens qui sont à la tête des politiques d'Europe de l'Ouest. Quand je parle de l'Europe de l'Ouest, je parle notamment de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la France, voire même un peu de l'Espagne, etc. L'Italie un peu, mais l'Italie est en train de basculer. Et il y a une énorme différence entre l'Europe de l'Ouest qui est assez sombre et dans les ténèbres. Il n'y a pas d'espoir. Les chefs d'État dans l'Europe de l'Ouest n'ont pas d'enfants. Il n'y a pas d'avenir et ils ne perçoivent pas les choses. Alors que en Europe de l'Est, les gens se battent parce qu'ils étaient sous l'empreinte de l'influence de l'Union soviétique, du communisme, etc. Et ils croient à l'avenir. Et donc, il y a une différence énorme. Bon, c'est surtout symbolisé par Orban et par le PiS en Pologne. Bon, après, il a été renversé, moi je pense, grâce à l'USAID, etc. Mais il va peut-être revenir. Et par des propres erreurs aussi qui ont été... J'ai des amis polonais qui vivent en Pologne, ils ont fait beaucoup de bêtises aussi. Hein. Oui, mais elles ont été utilisées, elles ont été mises en avant. C'est la politique. C'est comme tout, oui. Mais il y a une différence entre les deux tendances, et c'est pour ça que déjà, moi, je ne vois pas une solution européenne aujourd'hui. Je sais que toi, tu es devenu un peu plus européiste. En fait, j'ai toujours été. Tu as toujours été européiste? Ah oui, j'ai surtout mis de l'eau dans mon vin européen à l'époque du Front National, parce que c'était un parti par nature plutôt souverainiste et patriote, nationaliste français. Moi, maintenant. Alors, il l'est toujours en réalité, c'est juste qu'il a compris que tenir un discours systématiquement hostile à l'Union européenne et à l'Europe n'était pas utile électoralement. N'était pas du tout gagnant. Stratégiquement, ça marche pas. Stratégiquement, c'était mauvais. Moi, je me suis battu pendant des années pour essayer d'expliquer ça à l'époque aux sphères dirigeantes du Front National et à Marine. Mais mon époque au Front National, c'était celle de Florent Philippot, qui régnait en maître sur la stratégie du FN. Et lui est un souverainiste au carré à 500%. Et il avait plutôt Marine Le Pen sous sa botte intellectuelle à cette époque. Et moi, j'arrêtais pas de dire, mais si vous regardez les sondages, même d'un point de vue stratégique et aussi d'un point de vue politique sérieuse derrière, mais on pourra en parler peut-être après, d'un point de vue stratégique, la plupart des personnes âgées qui font les élections en France, il ne faudra pas se mentir, ce sont les personnes âgées qui décident qui sera le roi demain, c'est tout. Voilà. Donc si on ne se met pas les personnes âgées avec soi, il est inutile de vouloir concourir à une élection présidentielle et à vouloir obtenir le pouvoir, on ne l'aura pas. Ou en tout cas, démocratiquement parlant. Il faut penser à faire un coup d'État, mais un coup d'État, c'est une autre affaire. Donc, si on veut participer aux élections et être élu un jour, il faut se concilier une partie au moins des personnes âgées, des retraités, et le discours systématiquement hostile à l'encontre de l'Union européenne est un discours qui fait perdre des points. Et en particulier à l'époque, c'était contre l'euro. Alors là, ça faisait encore davantage peur aux retraités, qui sont souvent des petits épargnants, parce que si on attaquait l'euro en permanence, on avait peur de perdre ses économies. Bon, donc ça c'est une vieille histoire, mais j'arrêtais pas de dire, vous êtes vraiment, je les attaquais parfois bien en tête, vous êtes idiot de faire ça, parce qu'on passe à côté de l'élection présidentielle, et on perd du temps. Et je suis aujourd'hui absolument convaincu que si Marine Le Pen avait eu le discours qu'elle a aujourd'hui sur l'Europe, à savoir qu'il sera peut-être possible de la réformer, etc., c'est-à-dire un discours un peu plus soft là-dessus, elle aurait été, alors peut-être pas dès 2012, mais au moins dès 2017, déjà en passe de devenir présidente. Donc je pense qu'on a perdu 5 à 10 ans à cause de ces bêtises souveraino-souverainistes, d'attaques en permanence contre l'euro et contre l'Union européenne. Dans les conditions souveraino-souverainistes, parce que c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, c'est d'un passéisme total. Les souveraino-souverainistes sont en train de se battre pour une nostalgie qui ne peut plus exister en France, un peu à la Don Quichotte contre des moulins à vent, quoi. Ça n'a pas de sens. Tout à fait d'accord. Mais je voudrais plutôt... Mais ça joue sur une fibre nostalgique dans une partie du peuple. Alors, une partie mais qui n'a peut-être jamais existé, en plus. Il n'y a rien de pire que de se dire que la nostalgie n'est plus ce qu'elle était, tu vois. Oui, c'est vrai aussi, mais en tout cas, parmi les militants de droite, disons, dissidents, ceux qui se trouvent autour sur YouTube, ils sont très très présents. Et c'est normal, je ne leur en veux même pas, parce que encore une fois, ça joue sur des fibres nostalgiques qui sont très puissantes. L'idée d'avoir une France indépendante qui seule face au monde tiendrait tête à l'Empire américain, à cette Union européenne corrompue,
à la Chine, pourquoi pas à la Russie, quoique souvent c'est des gens qui veulent s'allier énormément avec la Russie, mais enfin, qui tiendraient tête au monde entier. Bah, évidemment, nous, en tant que Français, qui avons dans nos veines la mémoire napoléonienne, gaullienne, Voire Charlemagne. Même. oui, alors si on remonte encore plus loin, et ça je suis tout à fait d'accord, où il y a en fait une nostalgie d'empire qui existe depuis le temps des Gallo-Romains. Alors, Si on alors prend- que Charlemagne était-il même français, tu vois, c'est bon. Oui, c'est ça, bah, et c'était un gros Germain, mais à ce compte-là, Hugues Capet aussi. Hein. Bien sûr. Hugues Capet avait Et puis des Clovis. Hugues c'était Capet des Francs, avait hein. des tuteurs germains, c'était un bon gros Germain. Donc, les Bah, rois tous de les la France ont été Mérovingiens, longtemps. les Carolingiens par définition, etc., Ouais. les Capétiens par la suite. C'est seulement, ça changeait un peu avec Saint-Louis. Et un Bah, tout petit peu avant. qui avait une mère espagnole hein, aussi. Mais, non, mais de toute manière, notre classe dirigeante a toujours été un Mais peu. la mère espagnole, un était, peu- elle était wisigothe déjà. Oui, bien sûr, mais les Visigoths Qui étaient des espagnols. Francs. Oui. Quoi, des Francs, des Germains. Mais la population, de toute manière française, bah là on va trop loin et on est déjà dans le livre que je suis en train d'écrire en ce moment. C'est pour ça que c'est des sujets qui sont très, Je suis désolé, mais brûlants je pour moi. voulais pas t'amener là. Je voulais seulement écarter toute cette notion de souverainisme pour qu'on se batte pas sur un terrain. Non, en tout cas, ce que je voulais te dire, c'est qu'il est tout à fait sain et logique de vouloir l'indépendance de la France, de vouloir une France grande et puissante qui ne reçoive d'ordre de personne, et encore ni de l'Union européenne, de von der Leyen ou de l'Amérique, des États-Unis. C'est tout à fait sain et logique d'être comme ça. Mais construire tout son discours politique contre l'Union européenne, c'est quelque chose qui est néfaste politiquement. Voilà, malheureusement ou heureusement, c'est comme ça. Donc, à l'époque, c'était ce qu'avait fait Marine Le Pen et elle a perdu beaucoup de temps avec ça. Mais aujourd'hui, Alors, elle a changé Au un lieu de petit peu rentrer et c'est mieux. là-dedans, au lieu de comparer à souverainisme, etc., j'aimerais que tu parles un peu plus de ta vision positive d'une Europe future. Alors, c'est un sujet qui est très très controversé, encore une fois, parce que dans mon camp, le discours majoritaire est le discours souverainiste, c'est-à-dire le discours du retour, sachant comme tu as dit que ce retour est Vers quoi un peu voilà est un peu flou parce que retour vers quoi? Vers le général de Gaulle, mais moi j'ai fait un gros travail là sur le général de Gaulle pour justement mon prochain livre. Général de Gaulle lui-même ne cessait de dire qu'il écrivait sans doute les dernières pages de la France libre et Ouais, indépendante. ouais. Il passait son temps à le dire. Donc en fait, les souverainistes gaullistes d'aujourd'hui sont plus gaullistes que de Gaulle, en réalité. Hein. Comme Mais à c'est l'époque, souvent on le pouvait- cas. Hein. bah, on est souvent plus royaliste que le roi, en effet. Et même de Gaulle, en fait, a essuyé beaucoup d'échecs dans sa politique d'indépendance. Et c'est même à la fin, d'ailleurs, rapproché des États-Unis sur pas mal de Alors points. qu'elle combattait les États-Unis, mais à juste titre sur Et, l'or, sur certaines sur choses. certains points, mais il était bien heureux de recevoir les subsides américains, les prêts dont sa politique avait besoin. Est-ce Donc que très tu ne penses souvent, pas que très souvent, l'anti-américanisme de Gaulle a été plus de la propagande et de la publicité. Dans le fond, il y a eu beaucoup de rapprochements et de moments extrêmement chaleureux entre l'Amérique et de Gaulle. On peut s'en rappeler la crise de Cuba, Ah oui, avec avec Kennedy. où il a été le premier à apporter le soutien aux Américains. Au début, on se souvient pas, mais sur Israël, il était aussi extrêmement proche des positions américaines, avant de changer un petit peu sur le tard. Je crois qu'il avait plutôt changé. Mais, Sur le mais tard, sur le sans tard. de nouveau vouloir rentrer dans des aspects conspirationnistes, moi je considère que une des premières révolutions de couleur, comme on les appelle, qui sont passées beaucoup dans le Moyen-Orient, en Libye, en Irak et tout ça, en Égypte tout d'abord, mais la première c'était mai 68. Première révolution de couleur. Je pense. Elle en a Alors, tous les signes et il y avait une influence énorme par le biais de l'UCAID et qui était passée à l'époque par Israël, le Mossad et tout ça, etc. Et je mets un peu d'huile sur le feu, là, exprès, tu vois. alors certains ont dit avoir vu, je crois que Perfit en parle, avoir vu des influences d'agents israéliens et de la CIA. Ben, c'est ça, ouais. Alors, c'est toujours la même chose. Pour tous ces événements-là, il faut comprendre un truc très important. C'est que quand il y a un mouvement populaire, ou qu'il y a les prémices d'un mouvement populaire, la plupart, et surtout à cette époque, la plupart des agents secrets, des agences secrètes, des services de renseignement des différentes puissances, vont mettre leur Les nez dedans. infiltres. Vont mettre leur nez dedans. Forcément, c'est logique. Mais comme nous, qui avons aussi un très bon système de renseignement en français, nous allons envoyer nos agents
dans différents mouvements populaires, que ce soit en Afrique, dans nos zones d'influence. C'est logique. Quelque chose se passe, on envoie des agents pour sentir où va le vent, se rapprocher éventuellement des leaders pour voir ce qu'on peut en tirer. C'est tout à fait logique, ça. Donc, qu'en mai 68, il y ait eu des Israéliens, des Russes, beaucoup, parce qu'on les oublie aussi ceux-là, et des Américains, donc des agents du Comintern, des agents de la CIA et des agents du Mossad, des agents anglais sans aucun doute aussi. Voilà, c'est la logique même, c'est naturel. Que ces agents essayent d'orienter le plus possible ces mouvements en donnant un petit peu d'argent ici, un petit peu d'argent là, en influençant, c'est logique aussi. Mais maintenant, est-ce que ces mouvements entièrement sont totalement et authentiquement déterminés par quelques agents? C'est là où il y a une frontière, en fait, qu'il ne faut pas, à mon avis, franchir. Les mouvements populaires se nourrissent la plupart du temps de mouvements profonds dans le pays et anciens. Mai 68 se comprend à l'aune de plein de choses avant d'aller chercher le Mossad, la CIA et les agents du Comintern. Non, mais moi je parle de leur réalisation et pas l'argent. Et d'ailleurs, tu le vois, que lorsque les Américains veulent fabriquer des mouvements populaires sortis de nulle part, rappelons-nous par exemple des mouvements populaires anti-Saddam Hussein en Irak. Où tu te rappelles que lorsqu'il y a eu la chute de Saddam Hussein, on avait filmé, tu sais, une foule irakienne faisant tomber une statue. Et puis ensuite, il y a eu un autre film d'un peu plus loin. Ils étaient 17. Voilà, ils étaient 10. Alors que pourtant, les Américains avaient envoyé des milliards et des agents pour essayer de créer un mouvement populaire anti-Saddam Hussein. Ouais. Donc, en fin de compte, quand vraiment les Américains, comme n'importe quelle puissance d'ailleurs, ni le Mossad, les Anglais, ouais, quand on veut chercher à faire un mouvement populaire ex nihilo, juste par de la pure influence et de la manipulation, en réalité à la fin ça finit avec 10 personnes. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même quelque chose de bien réel, de bien authentique dans le pays, et parfois qu'on peut un peu essayer d'orienter évidemment, mais qui existe vraiment, c'est ça que je veux dire. C'est comme Maïdan en Ukraine. Voilà. Maïdan en Ukraine, il est évident qu'il y a des agents de la CIA au milieu. Oui. C'est clair, personne ne le nierait. Mais il y a aussi beaucoup d'Ukrainiens qui sont très mécontents du régime en place. Voilà, donc et ça joue pour l'essentiel de ce mouvement. Pareil pour la Révolution française. Je veux dire, alors la Révolution française, il y a des subsides, surtout du duc d'Orléans, quelques subsides sans doute des Anglais, mais il y a quelque chose qui se passe, qui se noue à cette époque, qui a un siècle d'histoire au moins, des Lumières, de critiques du pouvoir, de l'Ancien Régime, tout ça. Et ça, c'est pas juste les Anglais qui l'ont fait, au contraire. Ça ne peut pas l'être, parce que même les Anglais, que je dis au contraire, parce que les Anglais ont même été, avec Burke, des critiques de ce mouvement. Ouais, Edmund Burke, après, qui était venu en septembre. Et plutôt même des freins de tout ce mouvement des Lumières, un mouvement que les Français ont emporté, et dans lequel ils se sont jetés corps et âme. Donc, c'est pour ça que, en fait, on aime toujours se dire, parce que c'est la logique même de l'esprit humain, de se dire qu'il y a un coupable à chaque phénomène. On a besoin de ça. On a toujours besoin d'un méchant et de quelqu'un qui prend la figure dans des mentalités qui sont très chrétiennes, prend la figure du diable. Nous avons une mentalité, un esprit qui est conditionné par le christianisme, c'est bien normal, nous avons baigné dedans pendant plus de 1000 ans, et on a besoin d'un diable qui manipule, parce que fait le diable? Le diable pousse les gens à agir mal. Le diable pousse les individus qui sont des enfants de Dieu à pratiquer le vice. Par la peur, par la manipulation, par la tentation, etc. Et donc, sur des sociétés qui sont déchristianisées, à savoir les nôtres aujourd'hui, qui ne vont plus à l'église, qui ont mis très souvent, en tout cas en France, qui ont mis l'église et la foi de côté, eh bien, demeurent, c'est ce qu'appelait Chesterton, les idées chrétiennes devenues folles, demeurent des logiques chrétiennes, et dans ces logiques chrétiennes, il y a l'absolue nécessité d'avoir un diable qui manipule. Donc, s'il y a quelque chose de mal qui se passe, comme à l'époque dans un village, il y a une épidémie, c'est forcément l'intervention d'un démon, ou il y a une sorcière du coin qui a fait une incantation qui a amené ce problème-là. La grande peste, on est la preuve. Voilà, c'est forcément lié à quelqu'un qui est inspiré par le diable. Et donc, à l'époque, c'était les Juifs. Parfois c'était les Juifs, pas tout le temps, mais pas souvent c'était les sorcières, il y a toujours quelqu'un qui est derrière le fait que ça va mal. Alors, et donc en fait, cette logique-là de complotiste qui va toujours chercher un agent ou un pays derrière un truc qui va mal, c'est une continuité de la mentalité chrétienne,
mais devenue folle. Alors, je voulais amener quelque chose qui abonde dans ton sens, parce que moi, j'ai vécu le même genre de choses. Tu as parlé de la chute de Saddam Hussein avec la statue et tout ça, etc. Moi, je me suis retrouvé une fois en Israël. Je me souviens plus si c'était en 87 parce que j'étais, ou si c'était ensuite en 93, parce qu'en 93, j'ai amené plus de 200 personnes là-bas. C'était l'un ou l'autre. Et le coupable dans ce cas-là, c'était pas quelqu'un qui organisait tout d'en haut ni quoi que ce soit, mais c'était un opportunisme de bas niveau. Et là, j'aimerais bien l'expliquer. J'étais à Bethléem. Et ça explique beaucoup plus les phénomènes politiques qu'autre chose. Exactement. Ça, tout à fait Et raison. alors, je vais te donner cette citation pour que tu l'aies bien en tête, parce que pour moi, je suis resté avec ça et j'ai vu tout le mal que l'opportunisme peut faire. Voilà ce qui s'est passé. Puis j'étais là en train de regarder les choses, j'étais à Bethléem. Et c'était pendant une période de tension, comme il y a toujours eu en Israël, avec des choses. Et bien sûr, il y a une foule de journalistes, avec toutes les caméras, etc., avec CNN en premier, parce que CNN faisait des news déjà 24 heures sur 24 à cette époque-là. Et on est à Bethléem, et Bethléem était juste en territoire arabe, si tu veux. Tu vois, ça se limitait à Jérusalem, etc. Si tu allais le côté vers Jéricho, c'était déjà territoire palestinien. C'était pas territoire israélien. Et Bethléem, officiellement, était en territoire palestinien. Alors que c'est à 3 kilomètres de Jérusalem, c'est juste à côté. Et là, il y avait des gamins qui jouaient dans les agents de sable et des cailloux. Ils jouaient, des petits Palestiniens qui jouaient. Et il y avait tous les mecs de la presse qui étaient là. Et puis, ils n'avaient rien à filmer. Ils s'étaient déplacés pour rien à filmer. Et les gamins, ils jouent. Et les mecs, ils sont là, il n'y a rien à filmer. Et ensuite, je vois un des journalistes, des caméramans ou un des mecs qui était à côté pour des tas de choses, qui finalement en a marre qu'il n'y a rien qui se passe, qui prend un caillou et qui le jette sur les gamins. Ouais. Et là, les gamins, d'un seul coup, ils voient un caillou qui arrive, ben, ils ramassent tous des cailloux et commencent à les jeter sur les journalistes. Et là, tout le monde filme. Intifada, quoi. Donc, c'était cet excès d'opportunisme de la part de ce journaliste où il y avait zéro idéologie derrière, rien. C'est qu'il y avait rien à filmer, ils étaient là. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut bien qu'ils justifient leur présence, non? Pour gagner leur vie. Oui, mais moi j'ai vu des choses. Ça, c'est de l'opportunisme. Bah oui, mais j'ai vu des choses en fréquentant justement le monde parisien, les politiques. J'ai vu des moves, comme on dirait chez toi. J'ai vu certains axes, certaines prises de décision qui, après, dans l'opinion, notamment sur les réseaux, passent pour des choses extrêmement réfléchies, calculées, raisonnées, billard à 3 bandes, etc. Alors que ça s'est pris, je l'ai vu, j'ai vu ça de mes yeux, c'est une décision qui ont été prises autour d'un verre, un peu par hasard, par accident. Ouais. Et je pense que l'histoire est essentiellement constituée de ça. C'est le mensonge de l'histoire. Oui, mais en fait, on essaye de... Et c'est la noblesse de l'esprit humain. On essaye de reconstruire rationnellement un certain nombre de choses. Et même d'ailleurs, on le fait dans notre propre histoire personnelle. Ouais. On se dit, tiens, si j'ai pris telle décision, c'est en raison de ceci, cela. Alors que la part de hasard, la part d'accident, la part de grand n'importe quoi parfois, la part de chaos, est très présente. Et à mon avis, plus présente qu'on peut le croire, même y compris dans l'histoire. Mais est-ce pas également ce à quoi nous sommes appelés? N'est-ce pas ça la définition de la civilisation? C'est de chercher à amener de l'ordre dans le chaos. Ah oui, bien sûr. Tu vois, donc quelque part, on rationalise dans cet esprit-là. Mais souvent, dans les livres d'histoire, on fait fi de tas de petits détails et on a tendance à chercher à construire des idéologies. Parce que lorsqu'on pense à l'histoire, la façon dont on approche l'histoire est via une logique narrative. C'est une histoire qu'on se raconte sur l'histoire et sur notre histoire. On a besoin de trouver un canevas, de trouver un pattern qui rationalise et justement mettre un peu d'ordre dans le chaos de nos esprits. C'est une logique apollinienne finalement, l'histoire. C'est vouloir trouver de grands axes rationnels, de grandes colonnes rationnelles. C'était pas toujours comme ça, c'est arrivé avec Thucydide, mais Hérodote ne racontait pas l'histoire comme ça. Alors, oui, parce qu'Hérodote était davantage dans l'anecdote. Narrative. Ouais, oui, mais de l'anecdote narrative, oui, quitte à inventer d'ailleurs un petit peu et à illustrer les choses très souvent. D'ailleurs, c'est très bariolé du coup, Hérodote, j'aime beaucoup. Mais non, là, oui,
le premier vrai récit historique, peut-être qu'en effet que c'est Thucydide. Thucydide. Ouais. À quoi? À 20 ans près. Hein, ils se suivaient presque Ah, en même temps. il a été témoin, alors pas de tout, d'ailleurs on voit que parfois il brode un peu, Mhm. mais sur la guerre du Péloponnèse, c'est un document inestimable, ça c'est sûr. Et parce que c'était une organisation raisonnée, rationnelle. Et puis on voit du coup on n'est plus du tout dans l'épopée, qui était le genre Le genre de littéraire l'époque. des Indo-Européens de manière générale, et Mhm. puis en particulier chez les Grecs, mais c'est sûr qu'il n'y a plus rien à voir il y a plus rien à voir entre l'Iliade et la guerre du Péloponnèse. Là où il y a un récit mythique, narratif, comment dire, narratif d'épopée, et là d'un coup on passe à quelque chose d'historique. Et Faut pas c'est oublier le grand l'importance changement entre la du rythme, Grèce parce que c'était écrit mythique en et la Grèce poésie, classique. hein, l'Iliade. Oui. Et comme il y a des accents toniques, on en parlait tout à l'heure, dans le grec, il faut qu'il y ait un rythme de répétition. Pam, 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 On pam, oublie pam, ça, pam, mais pam. la scansion était presque plus importante que le fond même. Bien sûr, Parce que, comme c'était canté, comme les grands textes hindous, pas compté. qui n'ont jamais été écrits, qui n'ont pas été écrits avant le XVIIIe siècle par les Européens, les Védas ont été transmis de Oralement. bouche à oreille Mhm. pendant près de 4000 ans, ce qui est assez extraordinaire. Mais même la 3000 Bible ans. a été. La Bible au départ, mais Mais même je c'est crois que écrit. je crois Non, que mais les pour la Sémites plupart des gens, c'était oral. c'est vrai, mais Ils n'avaient pas accès à l'écrit. les Sémites ont mis les choses avaient une culture plus scripturale, non, le terme n'est pas bon, plus Écritorial. ouais, J'invente un mot là. Scriptural, oui, je crois. Scriptural. Il me semble, je suis pas certain, je dis peut-être un barbarisme là. Mais en tout cas, avait une culture de l'écrit Épistolaire. venant de l'Égypte. Épistolaire, c'est un échange. Ouais. Mais venant de l'Égypte, les papyrus, les Sémites avaient été plus influencés par ça, donc ils ont très vite mis la Bible par écrit. Tandis que les populations indo-européennes, donc d'où les Grecs venaient, ont conservé longtemps une transmission orale, avec un mépris très prononcé pour l'écrit. Et d'ailleurs, on va trop loin, mais c'est aussi un des thèmes c'est pas un thème, mais quelque chose que je dis dans mon prochain livre. C'est ce qui expliquerait peut-être, à mon avis, pourquoi le celte n'est pas resté. C'est-à-dire que les Celtes, tu sais, Mais c'est la complexité des runes également en tant qu'alphabet. Alors les runes, c'est plus tard, mais tu sais, le gaulois n'est pas devenu une langue. En tout cas, les Celtes utilisaient l'alphabet. Alors pour ce qui était des Celtes du nord de l'Italie, les Celtes cisalpins, les Gaulois cisalpins, ils utilisaient l'étrusque. En Gaule, on a utilisé le grec, et très vite on s'est mis à parler romain en fait. Hein. Ouais. Et donc Latin. le gaulois latin. Le gaulois est resté dans quelques mots, notamment dans les mots agricoles, on conserve quelques mots comme ça. Mais le gaulois a disparu. Et pendant longtemps, on a méprisé ça, parce qu'on disait les druides, finalement, n'ont pas eu, les Gaulois n'ont pas eu une civilisation assez significative et assez importante pour laisser une trace écrite. Mais en fait, je crois que ça s'explique surtout par le mépris originel des Indo-Européens pour l'écrit, parce que ça altérait la mémoire. Et évidemment, si tu mettais les choses par écrit, tu perdais en mémoire, et la mémoire était quelque chose d'extrêmement valorisé chez les Indo-Européens, au point même que d'ailleurs, les Grecs eux-mêmes vont refuser longtemps d'écrire, et lorsqu'ils auront à le faire, ils utiliseront l'alphabet phénicien. L'alphabet grec et l'alphabet phénicien en réalité. Donc, Mais toute l'influence des langues indo-européennes qui viennent du sanskrit, en fin de compte, même le perse, le farsi est venu de là, mais eux, ils ont emprunté l'alphabet arabe. Et pourtant, ce n'est pas une langue arabe ni sémite du tout. Et tu vois, c'est exactement ça, tu abondes dans mon sens. C'est ce qui explique vraiment les mentalités indo-européennes. On a rechigné à l'écrit pendant très très longtemps. Ouais. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'écrits différents. Parce que la mémoire, exactement, parce que la mémoire comptait le plus pour les indo-européens. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi on se retrouve chez les indo-européens, mais... C'est marrant, mais après qu'on arrive dans l'écrit, c'est là où ça crée des conflits et des guerres entre le cyrillique et le latin. Alors, regarde, une langue qui est exactement la même langue, le serbo-croate, un serbe parle à un croate, c'est la même langue, en dehors de quelques petits mots qui changent, mais le serbe l'écrit en cyrillique et le croate l'écrit en alphabet latin. Parce que d'un côté, c'est l'Église romaine et de l'autre côté, c'est l'Église de Constantinople. Oui.
Ouais. C'est quand même curieux tout ça. Bon, alors, on n'est toujours pas arrivé à une vision positive de l'Europe. Oui, alors, donc oui, sur la question... Entre-temps, c'est très intéressant tout ce que tu nous dis. Sur la question européenne, alors, il faut faire un long travail, je pense, et c'est celui auquel je vais m'atteler, d'abord par l'histoire de France, justement, parce que je crois que la vision biaisée que nous avons de l'Europe provient d'une vision biaisée de notre propre histoire. C'est pour ça que je travaille sur notre histoire de France en ce moment. Mais au-delà de ça, je crois, pour simplifier, je pense que nous sommes entrés dans une époque de grands ensembles civilisationnels. Je pense que les formes politiques n'ont fait que se transformer à travers l'histoire, qu'il y a eu les cités-États, qu'il y a eu ensuite un empire avec Rome, après il y a eu un modèle féodal, qui lui-même d'ailleurs pouvait s'intégrer dans une logique impériale avec le Saint-Empire romain germanique. Il y a eu ensuite la création, tu me parlais tout à l'heure de l'ordre westphalien, la création des États-nations, en tout cas des États qui pouvaient correspondre à une certaine cohérence ethnico-culturelle, ou qui l'ont construite parfois d'ailleurs, cette cohérence, comme la France. Et qui la conforte, justement, oui, tout à fait. Quitte à s'asseoir très violemment sur des identités millénaires, des identités locales. Hein. Bon, bref, ça sera un autre sujet. Mais donc nous sommes entrés depuis quelques siècles dans l'ère des nations. Et philosophiquement et historiquement, il n'y a aucune raison de penser que cette ère sera figée ad vita aeternam. Puisque, encore une fois, toute l'histoire de l'Europe et l'histoire du monde montre que les morphologies politiques changent. Et elles changent souvent, si on devait avoir une analyse matérialiste des choses, du fait des communications, tout simplement. À l'époque, lorsque les routes étaient difficiles, lorsqu'on est envoyé un message, comme en Grèce, en envoyant des marathoniens, puisque le marathon vient de là, ou après à cheval, il faut voir que très souvent les districts, les provinces étaient calculées de sorte à, bien sûr, correspondre à des identités locales, mais aussi beaucoup en fonction de journées de cheval, exactement. Et donc, les morphologies politiques n'ont eu de cesse de changer dans l'histoire. Donc déjà, il faut partir de ce postulat-là. Rien n'est figé, rien n'est inscrit dans le marbre. On peut demain s'organiser politiquement d'une façon totalement différente. Il y a eu l'époque des nations et peut-être une époque révolue. Voilà. Alors ça fait évidemment peur à beaucoup de gens, ça peut déstabiliser parce que ça fait au moins 2 siècles que nous vivons dans un État-nation moderne, voire plus en fait, 3-4 siècles, mais disons 2 siècles que cet État-nation s'est bien raffermi. Quoique, je ferai quand même une petite parenthèse pour dire que rien qu'ici, on parlait encore patois il y a 60 ans, hein, avant le français. Donc c'est quand même une construction qui n'est finalement pas si vieille que ça, et qui donc n'a peut-être pas des racines si profondes qu'on pourrait le croire. Mais bon, ça, on va trop loin. Alors, est-ce que l'avenir est vers un genre de fédéralisme? Et permets-moi de faire une parenthèse dans ce qu'on appelle fédéralisme, parce que au nom du fédéralisme, on raconte n'importe quoi. Pour moi, il y a le fédéralisme à l'américaine, qui est devenu de plus en plus centralisateur. Maintenant, avec Trump, peut-être que ça va revenir vers un fédéralisme et une puissance des États. Mais je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne connais pas trop mal la Russie pour y avoir passé pas mal de temps. Oui. C'est un des exemples de fédéralisme les plus importants et qui fonctionne. Parce que en Russie, il y a pas mal de gens, par exemple, qui sont musulmans, mais ça pose aucun problème. Moi, je suis intervenu plusieurs fois, j'ai fait des week-ends, des séminaires qui ont duré des week-ends entiers, aussi bien à Kazan, qui est la capitale du Tatarstan, qui est en plein milieu musulman, qu'à Oufa. Et j'avais regardé un peu des trucs pour inclure des couleurs locales, tu vois, dans mes discours, pour connecter avec les gens. Mais ce n'était pas un problème. C'est un des rares endroits, pas seulement au Tatarstan, mais un peu partout en Russie, où il y a des différences qui sont énormes dans les populations, mais ça pose aucun problème. Les Tchétcheniens, par exemple, ça n'a rien à voir avec quand on dit « oui, mais la Russie est intervenue en Tchétchénie » à cause d'envois d'islamistes de l'extérieur à l'époque. Mais les Tchétchènes, comme on voit aujourd'hui... Quelques mouvements séparatistes aussi, mais
quelques mouvements séparatistes. Minime. Et là, je vais vers le USAID et tout ça, etc. Et les révolutions de couleur, les tentatives. Il y a Tu vas me eu- dire que je suis trop complotiste, peut-être. Non, mais il y a eu clairement des tentatives de déstabilisation. Voilà. Mais après, la plupart des les Tchétcheniens... Tchétchènes ont des mouvements séparatistes Tchétchènes, oui, oui, pardon. et nationaux depuis des siècles. C'est tout à leur honneur d'ailleurs. Mais ça, c'est partout en Russie. On a tendance à oublier que... Mais pourquoi? Parce que la Russie est un empire. La Russie se vit comme un empire. Et l'empire seul peut accepter en son sein des fédérations qui correspondent à des identités ethnico-culturelles, et voire même religieuses. Et religieuse, parce que surtout, Parce que c'est lié. chaque fois Parce que, que c'est lié. Poutine va prendre une décision importante, il va rencontrer le rabbin juif, il va rencontrer Tout à fait. le patriarche orthodoxe, il va rencontrer même le catholique, et il va rencontrer toutes les personnes. Parce que la Russie est un empire. Donc les elle a les fédérations créé- fonctionnent au sein des empires. Oui, mais depuis longtemps. un empire sans empire. C'est Staline qui a créé un poblast, qui est un genre de province uniquement pour les juifs. C'est-à-dire, c'est pas un empire qui a conquis certains endroits, c'est un empire qui s'est organisé. Il y a eu des deux chez les Russes. Typiquement, tu parles d'Oufa, j'y étais à Oufa, les peuples bachkirs, je les connais Ouais. pas mal. En plus, j'ai un ami dont la femme est issue de cette population. C'est au XVIe siècle qu'il y a eu la grande conquête. Il y a eu des grandes conquêtes russes Ouais. et donc des colonisations, mais intégrées dans un empire qui, justement, dans son fonctionnement même, peut accepter une diversité, un pluriethnisme bien compris. Ce qui n'est pas le cas justement des nations, en tout cas de l'État-nation français, qui se voit comme depuis longtemps, depuis la Révolution, mais en réalité depuis les Capétiens malheureusement. Alors pas chez tous les Capétiens, mais cette construction remonte à eux en tout cas, qui se voit comme un État centralisé, centralisateur, jacobin avant les jacobins. Ouais. J'allais dire, ouais. Et qui a toujours essayé, pas toujours, les royalistes vont me tomber dessus sinon, mais il y a eu certains rois, notamment le grand Saint-Louis, qui a respecté les coutumes et les libertés et les franchises locales, mais la plupart des rois ont essayé plutôt de s'asseoir dessus et de les détruire pour créer un être abstrait qui s'appelle le français, qui n'a plus aucune racine justement. Surtout à l'époque de François Ier. François Ier, mais même Philippe le Bel, c'est assez terrible. Même Philippe Auguste, lorsqu'il prend la Normandie, la première chose qu'il fait, c'est de remplacer tous les fonctionnaires locaux normands par des Français. Enfin bon, ça c'est une longue histoire. Tu as visité le château de Fontainebleau? Oui, bien sûr. Ouais, tu sais que si c'était fait transférer dans des livres, etc., il y a quelques années, ça aurait été interdit comme pornographie, tu vois. C'est la tendance de la déchéance physique qui est sur les murs du château de Fontainebleau. Fontainebleau ou château de la Loire plutôt? Ah non, Fontainebleau, plus que les châteaux de la Loire, moi, je pense. Parce que beaucoup de châteaux de la Loire ont été faits pour y fourguer les maîtresses de François Ier, il faut le savoir. Oui, bien sûr. Chambord, mais Chambord aussi, après, c'était c'est là où il allait faire ses parties de chasse et la ses femme parties de Louis fines. XV, qui était Maria Leszczyński, la fille du roi de Pologne. Polonaise, oui. Mm. On dit d'ailleurs que Louis XVI aurait hérité du fatalisme Slave. Du fatalisme slave à cause de sa mère. Ouais. Qui se serait laissé aller à l'échafaud, conduire à l'échafaud précisément à cause C'est possible. Certains disent ça, Parce c'est que rigolo. tu sais, les Slaves, ils voient. Moi, j'ai été sauvé par mon esprit américain par rapport à ça, mais sinon, chez les Slaves, il y a une notion de noblesse dans le fait d'accepter sa destination fatale. Tu connais le même sur les différences entre les littératures mondiales. Vas-y. Tu vois, pour l'Angleterre, tu as Shakespeare, I will die for honor. Ouais. Tu as le français, I will die for love. Tu as américain, I will die for freedom. Et puis tu as russe, tu as Dostoevsky, I will die. Mais c'est tellement vrai en plus. C'est génial. C'est tellement vrai. Ce même est très, très, très drôle. Mais quand tu vois les prisons là-bas, etc., c'est phénoménal, tu vois. Mais il y a une notion de fatalisme et on épouse le fatalisme chez les Russes, tu vois. Lev Bronstein, tu sais qui c'est, Lev Bronstein? Non. Il est devenu Léon Trotsky. Ah oui, d'accord, oui. Tu vois, et c'est pour ça que j'ai commencé avec Lev Bronstein. Alors, pardonne-moi, je le connais sous son nom de cirque, sous son nom de spectacle. Mais tu sais pourquoi il s'appelait Trotsky? Non. Il a choisi Trotsky comme son nom parce que c'était le nom de son geôlier en prison. Ah, Mais tu imagines prendre le nom de ton geôlier? d'accord.
Et il faut être russe pour faire ça. Hein. Puis il avait une mentalité de geôlier lui aussi, donc finalement c'était assez logique, assez cohérent. C'est-à-dire, pour moi, Trotsky, c'était vraiment le fabianiste. Hein. C'est le globaliste par excellence. Oui, la révolution mondiale partout. Le communisme globaliste a été éteint quand Staline a gagné, qui était un nationaliste avant tout. Les révolutions de gauche cessent lorsque la gauche commence à taper, c'est-à-dire à exécuter sur sa gauche. Non, c'est très beau ça. Non, mais c'est ce qui s'est passé là, aux États-Unis. Hein. Dans la Révolution française, la Révolution avance toujours plus, jusqu'à ce qu'à Thermidor, on fasse cesser Robespierre. On commence à couper la tête de ceux qui coupaient la tête. Exactement. Et en fait, la révolution communiste russe cesse quand Staline chasse d'abord, fait exiler Trotsky, et puis après lui fait mettre un coup de sainte pioche. Mais, et en fait, c'est un grand classique. La logique communiste, la logique gauchiste est tellement profonde et cherche tellement toujours à dévorer ses enfants qu'elle persistera jusqu'à ce qu'un homme de gauche, à un moment, fasse cesser l'affaire et donc exécute les types qui sont plus à sa gauche. Tant qu'on laisse des gens plus à la gauche que soi, la révolution continue. C'est un très beau virage que tu as pris là, parce que je voudrais enchaîner là-dessus sur le fait qu'il ne faut pas que la droite seulement attende le moment où la gauche fatidique va s'auto-suicider. Et c'est un pléonasme, ça, je viens de faire s'auto-suicider en votre grande. Et donc, il ne faut pas attendre ce moment-là, mais il faut être prêt pour faire quelque chose à la place. Parce que sinon, le peuple lui-même tombe dans un nihilisme dont il a du mal à se faire, et donc il devient très fragile. C'est ce qui s'est passé à la fin du communisme en 91, le 25 décembre, quand officiellement l'URSS a cessé d'exister, et la Russie a commencé à exister. Pendant 10 ans, elle était à la merci du pillage d'une mafia occidentale. D'une mafia russe qui exploitait... Qui était alimenté par des intérêts occidentaux. Ça j'en suis complètement convaincu. Absolument, mais les Russes ne se sont pas fait attendre non plus, certains Russes, les oligarques, pour se gaver sur le peuple. Hein. Ah, c'est sûr. Et les mafias, notamment, qui ont mis presque la moitié des femmes russes au tapin, n'étaient pas des mafias occidentales, c'était des Russes. C'était des Russes, voilà. C'est pour ça, c'est toujours pareil, c'est que les Occidentaux aient cherché à profiter de cette affaire de la décomposition totale de l'URSS, c'est une évidence. Et à la limite, qui ne le ferait pas ? Tu as ton ennemi depuis 70 ans qui s'effondre. Évidemment que tu y vas pour exploiter les trucs, c'est logique. Mais la meilleure chose qui s'est arrivée, c'est l'écroulement des banques. Mais les Russes ont été complices de leur déchéance. Hein. Bah, toujours. D'ailleurs, moi, quand je parle à beaucoup de Russes aujourd'hui, une des personnes pour lesquelles les Russes ont de la haine de façon invraisemblable, c'est Gorbatchev. Hein. Oui. Qui a mal géré le tournant, effectivement. Ouais. Après, il a fait de son mieux sur pas mal de trucs. C'est difficile, tout à fait. Enfin, là, on est parti sur plein de trucs. Tu me parlais d'Europe, maintenant nous sommes sur la proposition de droite. D'une façon positive. Non, je vais juste être rapide sur la question. Donc, je te dis, je partais d'abord en disant que les formes politiques peuvent changer, que l'État-nation n'est pas inscrit dans le marbre pour l'éternité, loin s'en faut. Et ensuite, quand je regarde le monde actuel, je vois que les civilisations ont tendance de plus en plus à se regrouper autour d'un centre politique. Donc la Chine va, à mon avis, incarner l'ordre politique de l'Asie, tout simplement, avec un Japon qui risque à terme de rejoindre son orbite, même s'il est très américanisé, très proche des Américains. Je doute que les Américains puissent défendre le Pacifique pendant encore 100 ans, comme ils l'ont fait depuis plus de 70 ans maintenant. Non, je crois qu'il y a un trop grand problème, excuse-moi de t'interrompre, mais je crois qu'il y a un trop grand problème démographique au Japon pour que le Japon soit dans une position de contrecarrer. Absolument. Pareil pour même les Corée du Sud, etc. Même chose. Donc je pense que nous allons vers des sortes de continents civilisation qui seront les morphologies politiques de demain
et qui auront donc un centre politique, évidemment, alors pas forcément unitaire. Moi, mon souhait est que ces centres soient le plus fédéraux possible, justement, pour permettre le plus de liberté aux différentes localités, aux différents, peut-être même pays qui existeraient en leur sein. J'entends déjà, quelque part, dans les coulisses, tes critiques Ah mais oui, en train de dire « Et voilà que Rushdie est en train de nous préparer une pré-globalisation. » Tu vois? Ben non, c'est l'inverse, parce que... Enfin, c'est l'inverse. C'est simplement le fait de regarder les réalités. Ces réalités, pour moi, au XXIe siècle, seront celles des continents civilisations. Et que face à un continent asiatique dirigé par la Chine, face à un continent américain dirigé par les États-Unis, on voit même aujourd'hui déjà parler d'une intégration possible du Canada aux Du États-Unis Canada, et tout ça, du ce qui est Mexique, du Groenland, exactement. etc. Donc on Du aura Panama. Et le tout à Panama, fait. c'est le bout. Hein. Voilà. Donc face à ces grands ensembles, ben, je regarde l'Europe et je me dis qu'elle aurait plutôt intérêt, à tout point de vue, à le faire aussi. Alors évidemment, osons dessiner. Évidemment, Où est-ce qu'elle s'arrête, l'Europe? La confusion, attends, je dis juste ça, la confusion est bien sûr, et le nœud du problème vient du fait que quand on pense Europe, on pense Union Européenne, c'est-à-dire à quelques fonctionnaires non élus qui règnent à Bruxelles et à Strasbourg et qui sont l'horreur absolue parce qu'ils sont tout ce que l'Europe a de pire depuis une cinquantaine d'années, une technocratie corrompue, un juridisme, un légalisme à l'allemande qui est absolument absurde, et un jacobinisme à la française. Ouais. Donc, Complètement dictatorial. Et en ayant récupéré un peu d'un libéralisme, et encore, pas Non. tout à fait, d'un néolibéralisme, on pourrait engloser. Mais non, mais ceux qui ont ouvert dans les années 80 le plus les institutions mondiales à l'économie mondialisée, ce sont les Européens, à travers l'Union Européenne, et dans cette Union Européenne, ce sont les Français. Il y a une histoire de l'économie globalisée qui est sortie aux États-Unis d'un auteur de consonance indienne, dont j'ai oublié le nom, mais qui se trouve dans cette bibliothèque. Je te montrerai ça tout à l'heure. J'ai pas encore lu, l'ouvrage n'a pas été traduit en français, donc je l'ai parcouru. Il montre point par point à quel point dans quelle mesure c'est l'Union Européenne qui a ouvert l'économie mondiale aux flux financiers, et ce sont les Français qui étaient derrière cette histoire. Donc c'est là où, pareil, tu vois, quand je te dis qu'il faut revenir à notre histoire pour changer une façon d'interpréter les choses, quand tu écoutes le discours souverainiste et nationaliste, tu as les pauvres Français enfermés dans une prison européenne qui détruit la nation, et ces Français ne rêveraient que d'une chose, c'est d'y échapper pour pouvoir renaître en tant que nation Louis XIV. Je te fais la signature actuelle européenne, sur le plan juridique, elle est française. Et les Françaises, moi j'ai connu, pour être tout à fait honnête, à la Cour suprême, c'est une hybridation dégueulasse entre ce que l'Allemagne a de pire, à savoir un juridisme pointilleux, ridicule. C'est ce qui nous amène toutes ces normes à la con, pardon pour la grossièreté, mais toutes ces... Enfin, en normes, on est pas mal aussi, nous, Français, mais je veux dire, toutes ces... Depuis 1945, l'Allemagne ne se voit comme qu'à l'instar d'un gros État légal, en fait. Hein, parce que c'est un État qui ne doit pas avoir de puissance, qui ne doit pas avoir de projection, qui ne doit pas avoir d'ambition à titre national. On lui a cassé les reins, évidemment, en 1945. Et en 1918 d'abord, puis après en 1945. Et en fait, cette mentalité-là a été projetée dans l'Union Européenne, ce qui fait que l'Union Européenne est l'homme malade du monde, en fait, une espèce d'espace qui n'a aucun projet politique, aucune identification réelle, aucune identité à laquelle se raccrocher, mais qui est juste un espace ouvert de commerce, de démocratie dans lequel on échange éventuellement. Enfin bon, bref, donc il y a cette idée allemande des choses, plus la conception très autoritaire, jacobine, centralisée, qui vient de la France, malheureusement, et qui est le fonctionnement de l'Europe actuelle, parce que ce que l'on déteste dans l'Union Européenne actuelle, c'est qu'une petite commission à la con, là je me permets une grossièreté, de quelques commissaires, encore une fois, non élus et très souvent corrompus, se permettent de balancer des directives qui doivent s'imposer jusque au fin fond de mon Ardèche. Donc c'est une conception jacobine des choses, et ce sont les Français qui ont été derrière cette histoire. Explique à tout le monde le côté jacobin, centralisateur, qui se répand partout. Je voulais dire également, moi j'ai eu le grand honneur d'avoir été exposé à quelqu'un par le biais d'amis, de mes ex-beaux-parents, etc., un type qui était à la Cour internationale de La Haye. Et donc, c'était passionnant. Et le type était d'une droiture exemplaire. Français, Georges Droz, pour ne pas le nommer. Il n'est plus des nôtres, donc je peux parler de lui sans problème.
Mais c'est un type d'une gentillesse, d'une droiture. J'ai rarement rencontré des gens comme ça. Ceci dit, en lui parlant, je voyais l'influence de la complexité juridique française, qui en permanence est contradictoire, à cause sans doute de la langue française avec laquelle on joue et avec laquelle, de nouveau, je m'excuse auprès de toutes les personnes, surtout les enfants qui nous écoutent, les gens se masturbent avec cette langue, etc. Et au sein de jurisprudence, elle devient incompréhensible, elle est en permanence, euh, elle se soumet à une interprétation contradictoire. Donc, elle va tout justifier par la dialectique, et ça n'a pas de sens. Et là, la France a pris la position dans la jurisprudence. Mais c'est vrai un peu partout où c'était. J'ai passé du temps à l'île Maurice, j'ai rencontré énormément de gens là-bas, puis j'ai vu que tout le langage des affaires était anglais et tout le langage juridique était français. Et la loi française, elle est quand même complexe parce qu'elle a ses sources napoléoniennes. La différence entre la loi napoléonienne et la loi anglo-saxonne, c'est que dans la loi anglo-saxonne, qui est la loi Coutumière. de le common law, tu as le droit de tout faire sauf ce qui est interdit, alors que dans le droit napoléonien, je simplifie un peu, tu as le droit de faire que ce qui est autorisé. Ouais. Ben, et quand tu as des gens qui sont centralisés et qui vont autoriser, tu peux pas avoir de croissance, d'invention, de création, tu vois. Ah bah ça, c'est une vieille histoire française qui s'explique par... qui s'explique par qui s'explique par par l'histoire longue de notre pays, avec la réception de l'héritage latin, romain, sans le contrepoids impérial, mais tout en étant à la recherche de l'Empire. C'est-à-dire qu'en fait, l'Empire romain amène justement l'aspect légaliste et amène le droit qui l'universalise dans son empire, mais on en parlait avec la Russie, en tant que structure impériale, autorise énormément les différentes provinces qu'il dirige à être libres, à conserver leurs coutumes, leur Bienveillante. franchise, et ne va surtout pas s'immiscer dans les cultures locales. Et c'est ça la structure même d'un empire. Et on le verra après avec le Saint-Empire romain germanique, qui fera exactement la même chose, à quelques exceptions près de temps en temps en Italie. C'est un empire, donc l'autorité, la potestas, c'est au-dessus justement de différentes ethnies qui peuvent très bien se diriger elles-mêmes, à peu près comme elles le souhaitent, et en tout cas conserver, persister dans leur être, pour ce qui est de leur Donc identité. pour toi, et que pour tout le monde nous comprend, Tandis que la nation française a ce double héritage qui est donc l'Empire romain, à savoir ce légalisme et juridisme ouais, très, très développé, mais sans la notion impériale. Donc ça veut dire parce que la notion impériale, sans tu la lui amènes, possibilité de tolérer les c'est même pas les de la provinces. tolérance, c'est de la bienveillance. Et de la bienveillance, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va essayer de pressurer les provinces un maximum pour faire la guerre, pour récupérer l'Empire justement qu'on a perdu. Mais là, on est déjà dans la thèse de mon bouquin. Donc si tu veux bien, on d'accord. Ah, attendra mais un c'est petit bien peu. maintenant on est en train de découvrir l'intention du bouquin. Est-ce que j'ose penser que ton bouquin pourrait être un genre de manuel pour le jeune qui aujourd'hui ne se retrouve pas dans... Parce que quand je t'ai écouté tout à l'heure sur le Front National, etc., le Rassemblement National, pardon, j'ai pas dit ordre nouveau, moi, tu vois. Et, et c'est qui ne se retrouve pas dans quelque chose que moi j'ai perçu dans tes propos être une religion. Parce que quelque part, la façon dont tu me parlais du Rassemblement national, c'est que ça fonctionnait comme une religion où ça ne tolère pas des hérésies potentielles. Oui, oui, enfin, ça c'est plus un aspect politique de clan, plus un aspect clanique des choses. On ne trahit pas le clan, on ne trahit pas Ouais. le parti. Oh, mais c'est plus qu'un clan, parce qu'un clan, c'est plus un gang. Moi, je vais dire, tu vois, alors que quand tu as une idéologie, ça se rapproche plus d'une religion, tu En vois. vrai, je doute qu'il y ait une idéologie au Front National vraiment très structurée. Non, non, moi, je reste là-dessus. Il y a un clan, Il y a un le clan, c'est clan tout. Le Pen, qui est structuré. Alors, je dirais pas comme une mafia, faut pas exagérer, mais tous les partis politiques fonctionnent comme ça. Hein. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de jeter la pierre au RN plus qu'ailleurs. Il y a forcément une classe dirigeante dans chaque parti, et puis il y a un chef, et autour de ce chef.
Alors, il y a des partis qui fonctionnaient pas trop comme ça, les partis plutôt centristes, UDR, à l'époque, qui étaient plus lâches. Le début des radicaux de gauche, Oui, puis même à l'UMP. l'époque de Crépeau, tout ça, Puis tu même vois. l'UMP, il y a toujours, on a laissé différentes des écoles, différents courants au sein de ces partis-là. Ce qui n'est pas du tout le cas du RN, qui est un parti très jacobin, très 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 jacobin. Et ce qui est Je repense inquiétant que parce que tu d'ailleurs. fais penser aux anciens, que moi je m'en souviens, et je pensais au fait qu'il n'était pas tolérant du tout, et qu'il était hautain, avec un mépris pour le peuple qui était phénoménal, c'était Raymond Barre. Qui a été pourtant un bon premier ministre plutôt. Et un bon maire Ouais. de Lyon. En tout Hein? cas, un bon maire de Lyon, en tout cas. Un bon maire de Lyon, mais ça Ouais. peut dire que c'était un bon Premier ministre. Après, c'est... Oh, il était sur les finances publiques, on eût mieux fait de l'écouter davantage. Parce qu'il était plutôt économe. Pour moi, un des plus grands ministres français de l'époque, mais qui était un visionnaire, et peut-être, et ça nous rejoint un peu, parce que toi, tu es surtout un penseur. Aujourd'hui, tu as beaucoup de choses à dire, et puis moi, j'aimerais que tu aies plus de choses à faire. Et je pense à Perfit, qui, à mon avis, est un homme brillant. Tout à fait. Son livre, Quand la Chine s'éveillera, c'est un des meilleurs livres politiques écrits pendant la deuxième partie du XXe siècle, pour moi. Et Le Mal français est un des livres qui m'a beaucoup inspiré dans l'ouvrage que je suis en train d'écrire en ce moment. Ah, ouais, Ouais. c'est intéressant, ça. C'est quelqu'un qui avait vu beaucoup de choses. Et d'ailleurs, lui ajouter, j'y pense maintenant, là, dans cet aspect très rigide de la mentalité française pour ce qui est du droit et pour ce qui est de l'autorité, qui justement, comme dans le code napoléonien, n'autorise que ce qui n'est pas interdit, il a fait un lien que je n'avais jamais vu jusqu'alors entre entre cette mentalité et la contre-réforme. Et La c'est le seul type à avoir contre-réforme perçu catholique. avant tout le monde certains dangers liés à la numérisation. Ah déjà? Ah oui? Ben, un de ses plus gros trucs, c'était une loi qu'il avait passée, c'est informatique et liberté. C'est perfide, ça. Ah oui, d'accord. Tu vois, déjà à l'époque, c'est pour ça qu'il était vraiment en avance sur son temps. Hein. Mais d'avoir compris la Chine d'un côté, le mal français de l'autre, et avoir compris dans les années 70 les dangers de l'informatique, Ouais. c'est, Non, très très bonne. il y a de la brillance. Et ça, ce sont des choses qui m'attachent à la France, tu vois. Ouais. C'est qu'il y a des côtés intellectuels qui sont extraordinaires jusqu'à ce que les mecs commencent à se masturber avec. Et là, ça m'énerve, tu vois. Non, Enfin, non, parce que je préfère avoir le côté pragmatique après américain. conceptuellement, on est en avance très souvent sur le monde, hein. On l'a été pour le wokisme, parce que ça vient de chez nous, comme tu le sais si bien. Mais même, regarde, Même avant, Malraux, il y avait la une, condition humaine. il y avait une réflexion que j'ai vue sur Twitter passer la dernière fois qui m'a fait rire. Les grands concepts, même dans la contre-culture de droite, les grands concepts viennent de France. Le grand remplacement vient de France, par exemple. Une Ouais, théorie qui est aujourd'hui reprise par l'ensemble des pays partout, ouais. occidentaux. Même la naissance du terrorisme, c'est français. Ah oui, avec l'Algérie, après l'Algérie, tu veux dire? Non, je parle de la Révolution française. Ah oui, bon, non, ça c'est plus de l'insurrection, de la... Ah non, 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 mais le terrorisme pur, dont parlait Edmund Burke, le fait que qu'on a coupé assez de têtes à la noblesse et au clergé, après on commence à couper des têtes aux tiers-états, parce que c'est pas justifié, la tu viol- fais peur. Alors oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu veux La parler terreur. de la violence idéologique. Et là, il est un peu plus que logique, hein, que ça te coupe la tête. Non, non, mais la violence terrible, idéologique, c'est-à-dire politique. À l'époque, la violence était souvent d'ordre plutôt religieux. Ou alors politique, c'est-à-dire qu'il y avait une violence politique. Un Mais on roi l'a pouvait... cédé, un- elle était guerrière. Ouais, oui, politique, c'est-à-dire qu'un roi Voilà. pouvait, par exemple, ou un seigneur pouvait couper la tête de quelqu'un parce Ouais, qu'il ne respectait pas son autorité. ouais, mais c'est autre Après, il y a eu chose. un grand mouvement d'intolérance, notamment on l'a en Suisse avec Calvin, par exemple, voilà, ou des mouvements même catholiques, Savonarola, enfin Oui, mais catholiques, non, après, quand tu comprends Savonarola. pas pourquoi on Mais te coupe la tête, idéologiquement, quand politiquement et idéologiquement, pour des idées politiques, on est capable de te couper la tête, oui, ça naît avec la Révolution française. ouais, c'est la terreur, c'est Ouais. le terrorisme, et donc Ce qui donnera le encore quelque communisme et chose. tout ça. On va pas en être fier en France, mais c'est la France qui a inventé le terrorisme. Et pour moi, la Révolution française, ça serait un tout autre thème, je suppose que tu vas en toucher dans ton livre, mais elle a été bien plus radicale que la Révolution russe.
dirais pas jusque-là. Ah, ça me plaira. Écoute, aujourd'hui, on Non, n'aura pas non, le temps, mais ça, c'est tout un débat que j'adorais avoir avec je toi. dirais c'est l'origine, évidemment. Il n'y a pas de révolution russe sans révolution française, ça c'est certain. Écoute, la révolution russe Mais la n'a révolution pas russe cherché est dramatique. à recommencer l'histoire complètement. La révolution française voulait recommencer avec l'an 1. Elle a changé les mois, elle a changé beaucoup de choses. Elle voulait changer les choses foncièrement, culturellement. Alors que les Russes, ils n'ont jamais réussi même un tout petit truc à faire. Par exemple, ça agaçait les communistes russes que le dimanche, le mot pour dimanche en russe, c'est Voskresenie. Voskresenie, ça veut dire résurrection. Ben, ils ont cherché à créer un autre mot, ils n'ont jamais pu. Spasiba en russe, qui veut dire Spasibor, qui veut dire Dieu sauve. Ils n'ont jamais pu changer tout ça. Tu vois, il y a des trucs très forts. Et pourtant, ils ont inondé les églises orthodoxes. Oui, mais ils ont essayé. En France Hein? aussi, il y a eu des continuités. Ils n'ont pas extirpé de la France la religion catholique, parce qu'elle est revenue même en force dès les débuts des années 1800. Je suis désolé, regarde l'État. Les départements, prends par exemple le cas des départements. Le premier projet, que d'ailleurs CIS, je crois, portait de la refonte justement de l'administration française, de la découpe administrative française en départements, était absolument absurde et ne prenait absolument pas en compte les limites naturelles. C'est-à-dire que c'était juste des espèces de rectangles qui devaient être tous équidistants, à équidistance, avec le même nombre de kilomètres à droite à gauche, et de façon totalement arbitraire. Et donc oui, je te disais sur les départements, le premier projet des révolutionnaires sur les départements français était absolument absurde, totalement déraciné, totalement sorti de nulle part, et il ne s'agissait pour eux que de découper géographiquement, mathématiquement, dans l'esprit du siècle, la France, en s'asseyant justement sur toute limite naturelle, sur toute localité, sur toute réalité des pays, des provinces. Et il y a eu quand même, heureusement, à l'Assemblée nationale, des gens qui se sont dit, bon, on va faire les départements pour casser les anciennes provinces royales, mais on va essayer de faire en sorte, pas parfaitement, mais tant bien que mal, qu'elles correspondent à des réalités à la fois géographiques et ethniques. Qu'on ne découpe pas non plus des peuples en deux ou en trois, quoique les Bretons l'ont été, mais bon. Donc tu vois, il y a eu quand même aussi, dans la folie gauchiste de la Révolution française, des trucs qu'ils n'ont pas pu faire parce qu'ils n'ont pas pu aller aussi loin qu'ils l'eussent souhaité. Mais à mon avis, ils ont fait plus. Parce qu'ils ont amené un certain laïcisme qui, pour moi, a commencé le déclin de la France. Bon, d'accord, il y a eu le fait que la France a perdu 20% de sa population mâle pendant les guerres napoléoniennes. Les bolcheviks ont fait sauter les églises, et Staline a juste ressorti les églises en 1941 lors de l'invasion allemande. Hein, mais sinon, je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais regarde la Russie aujourd'hui et la vitesse à laquelle elle a repris la foi et le rôle de l'Église comme chose prédominante dans la culture actuelle, alors que la France, l'Église a disparu. Parce que derrière, en France, il y a eu un combat très puissant au XIXe siècle des francs-maçons et des radicaux et de la République contre la foi. À l'époque de Jaurès, c'était amplifié à ce moment-là. Parce qu'en réalité, le XIXe siècle est un grand retour de la foi catholique en France, de façon extrêmement marquée. C'est là à nouveau une construction de cathédrale, on le voit à Lyon par exemple. Oui. Le Sacré-Cœur, Montmartre, etc. Tout à fait. On assiste en XIXe siècle à ce que les gauchistes appelleraient un backlash aujourd'hui, c'est-à-dire un grand retour justement de la pendant la période de Belle Époque. Oui, de la Belle Époque, du 19e siècle. Alors qu'en 1905, mais malheureusement, boum, c'est la fin. Il se passe Dreyfus. Il y a trois crises. Hein. Il y a Dreyfus, il y a quatre. Il y a Dreyfus, il y a 1905. Il y a une guerre de longue lutte. Il y a la Première Guerre mondiale où là, les nationalistes se mettent dans l'Union sacrée, se mettent avec les socialistes et les républicains qui en fait les font massacrer dans la guerre. Et ensuite, il y a eu la puissance du Conseil des relations internationales qui arrivait après. Et après, il y a un dernier sursaut des forces de droite et de réaction qui se mettent avec Pétain, mais elles se font balayer du coup par 1945. Et la défaite de l'Allemagne parce qu'elles avaient choisi le mauvais camp. Et après, ça en est fini de cette France traditionnelle et classique, qui persiste encore ici et là, bien sûr, et puis sous le général de Gaulle qui arrive à la maintenir un petit peu. Puis il y a la guerre d'Algérie qui aussi, à nouveau, peut-être c'est la dernière fois, il y a l'épuration en 1945, et il y a le dernier truc qui achève la France de droite,
c'est pour longtemps, et peut-être définitivement, mais ça c'est encore un autre sujet, c'est l'Algérie française, puisque cette France de Préparé droite... par la faiblesse de la 4e République. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que cette France de droite qui réagit bien au 19e siècle se prend un gros coup avec l'affaire Dreyfus, se prend un gros coup avec la loi de 1905, se fait massacrer à la Première Guerre mondiale, choisit le mauvais camp, parce que ce sera le camp du perdant, et le camp du perdant est toujours le mauvais camp, se met du côté de Pétain, et donc se fait épurer en 1945. Et il y a un dernier mouvement qui est celui de la guerre d'Algérie, où là, cette France de droite traditionnelle, classique, catholique, va plutôt avoir tendance à se mettre du côté de l'Algérie française. Et là, c'est pareil, c'est le camp des perdants, et elle va se faire massacrer et expurgée par le général de Gaulle. Et puis du coup, on arrive à 68. Et en fait, tu vois, quand tu comprends 68 de cette façon, t'as presque, Complètement différent. t'as presque plus besoin. Enfin, j'ai pas dit encore une fois qu'ils n'avaient pas agi, mais t'as presque plus besoin des agents israéliens, américains ou qui que ce soit. C'est qu'en fait, tu comprends que du coup, cette France de droite qui avait les reins assez solides pour résister culturellement aux 68 arts a été tellement purgée depuis 50 ans qu'en fait, moi, je suis arrivé en France pour faire mes études à Normal Sup, à Sciences Po et tout ça, etc., en 71. Tu vois, donc juste après 68, quoi, c'était un mouchoir de poche, si tu veux, parce que c'est insignifiant, 2 ou 3 ans dans le contexte politique ou idéologique ou des grandes tendances. Mais c'est là où j'ai vu toute la poussée du postmodernisme, mais c'était invraisemblable. J'ai eu un prof qui était extraordinaire, je ne savais pas à l'époque, André Aymar. Il était dans son avant-dernière année à Sciences Po, et c'était un mec brillant. Et d'ailleurs, il m'avait dit que j'étais le premier à avoir reçu un 17 de sa part aux examens à Sciences Po, mais vraiment extraordinaire. Puis il faisait un cours sur les grands courants de la pensée européenne. Et puis je me suis dit, non, du pipe, mais ça c'est gigantesque. Mais par contre, tous les étudiants étaient foutus. Tous les étudiants autour de moi que je regardais, ils étaient déjà complètement pénétrés par le postmodernisme, la déconstruction. Plus personne ne lisait. Ils lisaient une page que distribuait en... c'était pas des photocopies, c'était des miméographies à l'époque, tu vois. Mais il y avait plus de culture. Moi, j'étais revenu avec un côté, en France, avec un côté presque idolâtre de la culture française, où j'aimais les vieux bouquins, où il fallait que tu sépares encore les pages avec un coup de papier, tu vois, etc., que tu achetais dans le fin fond du quartier latin. J'aimais l'odeur des bouquins à l'époque, de tout ça. Ben, tout ça, c'est une France qui était en voie de disparition. J'étais en train de tomber amoureux d'une façon romantique d'une France qui était sur le point de ne plus exister. C'est triste. Faudrait que tu l'écrives, ça. C'est vrai que ce serait un joli thème de livre, ça. Mais il y a tellement de choses à écrire. De femmes à aimer et d'hommes à zigouiller, je suis d'accord. mais moi, je deviens très impatient, intolérant envers moi-même. Et ça, c'est très difficile à vivre. Bon, écoute, j'ai vraiment apprécié cette conversation. Il va falloir qu'on refasse ça. Et écoutez, on n'a pas abordé tous les sujets que je voudrais vraiment aborder avec Julien. Parce que de nouveau, moi je crois que dans le fin fond de la pensée de Julien, il n'y a pas seulement des choses à dire, mais il y a des choses vraiment que beaucoup d'entre nous on a besoin de faire. Et j'ose mettre ça devant moi comme ambition, comme tâche à accomplir, c'est de ressortir le meilleur que Julien a à offrir pour qu'il vous le donne, mais pour que vous en fassiez quelque chose. Pas seulement que vous soyez des spectateurs passifs, pseudo-critiques, etc., mais que ça vous inspire, que ce soit un catalyseur pour changer le monde, si ce n'est que la France déjà pour commencer, ou là où vous habitez. Julien, merci beaucoup pour toute cette période et puis à très bientôt. À bientôt, merci.